bonsoir. Je n'aurais jamais dû accepter d'être après Christophe Allevêque. C'est un mauvais coup qui a été fait. Bon, je vais quand même essayer de relever le défi. Ce qui m'a été demandé, c'est de poser un petit peu le cadre du débat sur la question du financement de la lutte contre le changement climatique. Alors, je suis reparti du titre de cette conférence, donc Finance et climat. Et je me suis demandé si nous ne devrions pas dire plutôt climat et finance. Nous avons peut-être trop pris l'habitude de poser la finance d'abord et ensuite d'essayer de trouver à quoi elle pourrait s'adapter. En effet, si je dis finance et climat, je vais être assez rapidement conduite à rechercher des outils nouveaux pour financer le changement climatique. Je vais être également, je vais questionner la possibilité pour le système financier de répondre à la crise climatique. Je vais trouver les moyens de mobiliser des capitaux, de mobiliser l'épargne pour justement trouver ces financements pour résoudre la crise climatique. Et de fait, je réduirai finalement la question financière, la question de la finance, à une technique. À des techniques que pourrait nous offrir le système financier. Et nous savons qu'aujourd'hui, il est assez généreux dans l'invention toujours de nouvelles techniques de financement, de manière à mobiliser une épargne et des capitaux pour rediriger contre le réchauffement climatique. J'ai choisi de partir de l'autre côté et de poser la question climat et finance. C'est-à-dire de partir de ce qu'est la crise climatique aujourd'hui, de ce qu'elle nous enseigne, de sa nature même, et je rediscuterai la notion de crise, pour, à partir de là, penser le système financier dont nous avons besoin et la finance dont nous avons besoin. Bon, dans le quart d'heure qui m'est imparti, je n'ai pas la prétention de redéfinir tout cela, je vais simplement donner quelques pistes. Que nous enseigne la crise climatique, qui est, de mon point de vue, extrêmement important pour penser le financement? La première chose que nous enseigne la crise climatique, c'est que ce réchauffement climatique, il est irréversible. Nous ne pouvons pas l'arrêter, nous pouvons le freiner, nous ne pouvons pas l'arrêter. La plupart des modèles économiques et financiers sont fondés sur la réversibilité du temps. Et donc ce côté irréversible de ce phénomène-là nous pose des questions complètement nouvelles, y compris par rapport à la manière dont nous envisageons le financement. Donc il est irréversible, en tout cas à l'échelle humaine. Il est non négociable. On ne peut pas négocier avec le système terrestre de pouvoir arrêter à un moment donné, le temps que nous puissions souffler, le processus du changement climatique. C'est tout à fait différent en matière financière, par exemple. En cas de crise financière, à condition que nous ayons peut-être un rapport de force meilleur que celui que nous avons aujourd'hui, nous pouvons imaginer que nous arriverions à changer toute l'architecture financière de manière à retrouver une finance qui serait, comme disait Christophe Allevêque, au service des sociétés. Ça, il serait de notre ressort potentiellement de pouvoir le faire. Dans le cas du climat, nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas revenir en arrière et ce n'est pas négociable. Ce qui me fait dire que ce que nous appelons la crise climatique n'est pas une crise. C'est autre chose qu'une crise. Une crise en économie, c'est une situation dite normale. Il y a un moment de crise, il y a la sortie de crise qui permet de retrouver une autre situation normale. Je dois dire que même en économie et dans la finance, la crise est devenue quasiment le mode de gestion du système, plus qu'un événement extraordinaire. Mais concernant le climat et concernant l'écologie en général, du fait de l'irréversibilité, nous ne retrouverons pas, après la crise, l'état que nous avions avant. Et donc voilà pourquoi beaucoup parlent aujourd'hui de catastrophe écologique ou de catastrophe climatique. Et cette notion de catastrophe est assez étrangère à la pensée économique et à la pensée financière. La pensée financière va raisonner en termes de risque, de calcul du risque, de gestion du risque, de paiement pour le risque. Là, nous ne sommes plus du tout dans l'univers du risque. Nous sommes dans la certitude que si nous ne modifions pas
le mode de production, le mode de consommation dans lequel nous sommes, la catastrophe est certaine. Nous ne sommes pas dans le calcul du risque par rapport à un événement. Ceci signifie que cette crise climatique ou cet effondrement, cette catastrophe, peu importe, nous signifie qu'il y a des limites à l'activité économique et donc à l'activité financière, des limites non négociables, des limites matérielles, des limites géophysiques qui s'imposent à nous. L'économie et la finance, là, nous sommes obligés de nous l'approprier, ne sont qu'un sous-système d'un système beaucoup plus large, le système terrestre, disons, les écosystèmes, l'écosphère. Et que, à force d'avoir négligé les liens entre ces sous-systèmes que sont les sociétés et les économies avec le système terrestre, nous avons contribué à totalement dérégler les équilibres justement du système terrestre. Donc ce sont des bornes géophysiques qui nous imposent de rematérialiser l'économie, en tout cas de rematérialiser la façon dont nous envisageons l'économie et dont nous envisageons la finance. Et nous prenons conscience aujourd'hui qu'il y a des limites externes à l'expansion économique. Pendant très longtemps, nous n'avons pensé les limites que comme étant des limites internes au fonctionnement même du système dans lequel nous sommes. Par exemple, pour la finance, nous avons pris l'habitude de penser qu'il y a soit un manque d'épargne, soit trop d'épargne, soit un système financier qui est mal organisé, soit un manque d'outils, soit des contradictions à l'intérieur du système. Mais nous avons pensé notre système comme un système parfois en déséquilibre, en crise, du fait de contradictions internes. Là, nous sommes confrontés à une limite externe, non négociable. Et je prendrai un exemple de cette limite externe. C'est ce que nous appelons aujourd'hui le budget carbone. Le budget carbone, c'est quoi? Le budget carbone qui, à mon sens, doit permettre de repenser également la finance. Le budget carbone, c'est quoi? C'est la quantité de CO2 que nous pouvons encore globalement émettre jusqu'à la fin du siècle, jusqu'à 2100. Christophe Allevec disait c'est la fin, en tout cas disons la fin du siècle, puisque c'est ceci l'objectif. Donc la quantité de carbone que nous pouvons émettre, de manière à rester, avec une probabilité assez importante, en dessous de la barre des 2 degrés qui ont été fixés comme le maximum. Les scientifiques nous disent que ce budget carbone, il est aujourd'hui de 1000 gigatonnes de carbone, 1000 milliards de tonnes de carbone à l'échelle 2100, et si nous le traduisons à l'échelle 2050, c'est 565 gigatonnes de carbone qui doivent être émis, qui peuvent encore être émis, pour que nous puissions rester sous les 2 degrés de température. C'est ce que nous appelons le budget carbone. Aujourd'hui, les choix économiques, les choix financiers ne peuvent pas ignorer cet autre budget singulier, qui est un budget physique, qui est un budget qui tient aux limites géophysiques dont je parlais, donc qui est un budget physique, mais nous ne pouvons pas échapper également à ce budget-là dans le calcul de ce que nous pouvons produire et de la façon dont nous le finançons. Nous savons, c'est mon deuxième point, nous savons, je vais aller très vite là-dessus, nous savons où nous devons aller aujourd'hui. Je viens de le dire, nous avons un budget carbone. Cela suppose que nous opérions une transition énergétique assez rapide. Et quand je dis transition énergétique, je dis bien transition et non pas expansion énergétique. Or, l'ensemble du système financier, il a été pensé pour une économie en expansion. Il n'a pas été pensé pour une économie qui, nous allons le voir, devrait se poser le problème du désinvestissement dans certains secteurs, de désaccumulation financière. Il a été pensé au contraire comme un processus en expansion. Donc transition énergétique, le problème pour nous n'est pas de relancer l'économie, le problème c'est de refroidir l'économie, de décarboner l'économie. Et on sait aussi que ce refroidissement peut générer énormément d'emplois, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On sait que nous devons sortir des fossiles, que nous devons laisser 80% des ressources fossiles actuellement connues dans le sol pour ne pas émettre plus que le budget carbone qui a été calculé.
si nous exploitions, aujourd'hui, si nous exploitions toutes les réserves connues en énergie fossile, les réserves connues, il y en a encore à prospecter, eh bien, nous aurions un réchauffement climatique de l'ordre de 6 degrés sans doute à la fin du siècle, et le budget carbone serait dépassé déjà autour de 2040. Donc, nous devons laisser les fossiles dans le sol, nous devons opérer une décentralisation énergétique. C'est important pour comprendre aussi comment nous pouvons financer la transition, et une relocalisation énergétique avec la priorité à des circuits courts de production et de distribution d'énergie. Nous sommes confrontés à un problème d'une société du crédit généralisé qui suppose, si nous voulons sortir de la société du crédit généralisé, qui suppose la croissance, puisqu'il faut rembourser le crédit, et donc il faut produire toujours plus, eh bien, nous sommes aujourd'hui contraints de poser la nécessité de cibler certaines activités dans lesquelles nous devons désinvestir. Je voudrais dire que déjà, et sans qu'il y ait eu de transformation majeure au niveau du système financier, il y a nombre d'expériences, d'autres en parleront je pense, nombre d'expériences qui déjà ont engagé ce processus de transition autour de la sobriété énergétique, de la relocalisation, de la décentralisation des systèmes énergétiques et de la participation citoyenne, qui reviendrait du financement participatif. Dans ce cadre-là, comment penser la finance? Donc vous voyez, je pense la finance une fois que j'ai défini un petit peu le cadre dans lequel nous sommes. Comment penser la finance? Comment financer la lutte contre le changement climatique? Alors, la première prise de conscience sans doute de l'importance du financement de la lutte contre le changement climatique est venue du rapport Stern, qui a été publié en 2007, qui nous a montré à quel point plus nous retardons les investissements nécessaires pour la transition, pour l'atténuation du changement climatique, plus les coûts futurs seront extrêmement importants. Donc il mène un calcul de type parfaitement économique, de balance entre les bénéfices et les coûts, et il arrive à un chiffrage qui a beaucoup marqué. Il nous dit, pour éviter, pour rester en dessous des 2 degrés, et pour éviter que les coûts liés au changement climatique, aux effets du changement climatique ne soient trop importants, nous devons tous les ans investir l'équivalent de 2% du PNB mondial. Les investissements donc liés au freinage du changement climatique devraient correspondre à 2% du PNB mondial. Évidemment, quand on regarde ces chiffres-là, cela donne le tournis, et cela alimente considérablement un certain fatalisme, qui consiste à dire « non mais c'est trop énorme, on n'y arrivera jamais ». Alors peut-être bien qu'il faut reprendre le problème un petit peu dans l'autre sens. Parce que concernant le financement du changement climatique, il y a deux sujets importants. C'est le volume du financement, de combien avons-nous besoin, et quelles sont les structures qui seraient les plus adéquates pour fournir ce financement. Donc d'abord le volume, puisqu'en général, c'est du volume dont on parle. Vous avez entendu, concernant la COP 21, il y a un chiffre magique qui a été trouvé sur un coin de table à Copenhague en 2009, pour sauver les meubles de la conférence de Copenhague. Ce qui pouvait être sauvé, c'est la mise en place d'un fonds vert qui devrait permettre, abondé à Copenhague, il était dit de manière multilatérale, qui devrait permettre de mobiliser 100 milliards, on ne savait pas si c'était des dollars, des euros, etc. 100 milliards à partir de 2020. Bien. Bon, le 100 milliards, mettons. Mais il n'y a aucune étude qui nous ait dit pourquoi absolument 100 milliards. Ça fait partie, là, véritablement, de la réification du chiffre et de la réification de l'économie. C'est 100 milliards. Bon, très bien, pourquoi pas? C'est une somme coquette. Mais quand on raisonne seulement en volume de nouveaux financements, on oublie de voir que l'enjeu fondamental aujourd'hui, ce n'est pas de trouver des financements, c'est d'opérer cette transition de l'économie réelle, du secteur productif et de la consommation. Et que peut-être bien, si on commence à partir de là, on va trouver des réorientations possibles d'investissement et des réorientations possibles de financement. Comme le temps est compté,
Je ne vais pas donner trop de chiffres, je vais en donner quelques-uns. Je vais parler essentiellement du désinvestissement dans les énergies fossiles. Il est nécessaire aujourd'hui de désinvestir des énergies fossiles et de dégager ces financements-là pour financer des énergies renouvelables. En effet, et ce sera dit tout à l'heure, nos grandes banques, la BNP, Société Générale, etc., qui se targuent de faire du renouvelable, ne font pas du renouvelable en remplacement des énergies fossiles, ils font du renouvelable en plus des énergies fossiles. C'est exactement la transition qu'il ne faut pas. C'est exactement. D'autant que nous savons très bien que nous ne pourrons jamais remplacer une expansion énergétique, y compris ce que nous avons aujourd'hui de consommation énergétique dans le monde, par du renouvelable. Parce que le renouvelable, nous avons aussi besoin de matière pour le fabriquer. Et donc, nous devons, la nécessité de la sobriété énergétique, et nous savons que c'est possible, hein, plusieurs études le montrent, qu'on peut diminuer la consommation d'énergie en France d'ici 2050, on peut la diviser par 2 sans baisse de confort. C'est le scénario de l'ADEME, à peu près, c'est le scénario de Négawatt. Donc nous savons que c'est possible. Donc des investissements dans les énergies fossiles. Or, mais tout à l'heure, le chiffre que je vais vous donner sans doute sera modifié. Je n'ai pas pu prendre connaissance du dernier rapport qui sera présenté tout à l'heure de Oxfam et des Amis de la Terre. Moi, le chiffre que j'avais est le suivant. Depuis 2005, le secteur bancaire en France a investi, le secteur bancaire a investi 165 milliards d'euros dans les énergies fossiles. 15 milliards pour BNP Paribas, je pense que c'est plus d'après ce que j'ai entendu à la conférence de presse. Donc les chiffres vous seront donnés tout à l'heure. Donc ces entreprises qui disent aujourd'hui, qui se construisent une image pour dire qu'effectivement elles sont dans le renouvelable, pour autant, elles, loin d'abandonner leurs investissements dans les énergies fossiles, elles continuent à augmenter leurs investissements dans les énergies fossiles. Donc ceci il doit y avoir une mutation par rapport à cela, sinon nous pouvons abandonner totalement et dès aujourd'hui l'objectif de plus de degrés de réchauffement climatique. Nous devons l'abandonner. Si nous ne voulons pas désinvestir dans les fossiles, nous devons abandonner cet objectif. Nous devons nous résigner et dire, eh bien, nous allons vers un réchauffement de 5 ou 6 degrés à la fin du siècle, avec toutes les conséquences que nous connaissons. Un autre chiffre que je donne, ce sont les subventions aux énergies fossiles. Là, c'est du côté des États. Les subventions directes aux énergies fossiles ont été, en 2012, au niveau du monde, de 775 milliards de dollars. 5 fois plus que les subventions aux énergies renouvelables. Une étude du FMI de 2015 montre que les subventions directes et indirectes aux énergies fossiles représentent 5 340 milliards de dollars. L'étude est de 2015. Ce qui représente 3,8% du PIB mondial. Et donc je reviens à la préconisation de Stern de consacrer 2% du PNB mondial à la lutte contre le changement climatique. Vous voyez qu'on ne peut pas penser la lutte contre le changement climatique uniquement en crédit additionnel pour maintenir le système tel qu'il est. Nous devons envisager cette transition avec des étapes. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Nous devons penser ces étapes pour sortir définitivement du régime des fossiles. Je pourrais citer de la même veine le coût des grands projets inutiles, des lignes LGV, aujourd'hui, qui se substituent à des lignes qui existent déjà, pour gagner parfois un quart d'heure. Je connais bien le sujet de la ligne entre Toulouse et Paris, la ligne LGV qui permettra de gagner un quart d'heure par rapport à la rénovation de la ligne existante, et ça coûtera 7 milliards de plus. Bon, voilà donc des sources de financement peut-être qui viennent non pas d'une création nouvelle, mais qui viennent aussi d'une réflexion sur le système dans lequel nous sommes et d'une réorientation. Donc, et ça, je reconnais que c'est extrêmement difficile, puisqu'aujourd'hui, le secteur financier est convié à penser la désaccumulation financière.
il ne s'agit plus, d'organiser le développement infini de la finance, mais il s'agit d'organiser, parce que ça s'organise, justement le renoncement à investir. Et or, le renoncement à investir, c'est une organisation, c'est un choix de société. C'est un choix de société qui permettrait la compatibilité avec les objectifs climatiques. Je crois que j'ai terminé au niveau du temps. J'ai encore 2 ou 3 petites choses, si j'ai 2 minutes. Bon, je termine. Évidemment, cela suppose aussi, concernant la finance, d'envisager une déconcentration du système bancaire et financier, qui a atteint des proportions, ça je n'y reviens pas, donc tout le monde connaît ici, des proportions absolument délirantes. Et que, tout à l'heure je disais, la transition énergétique suppose une relocalisation, une décentralisation énergétique, une diversité aussi des sources d'énergie. Et donc là aussi, cela veut dire une autre pyramide financière, une autre architecture financière. Nous avons des exemples qui fonctionnent très bien. Je ne peux pas le développer. C'est tout ce qui se passe en Allemagne autour de ce que s'appelait la banque de la reconstruction et toutes les banques régionales qui permettent effectivement une relocalisation, une décentralisation et un enclenchement de la transition énergétique. Nous avons cet exemple qui est extrêmement intéressant et porteur, et toujours en Allemagne, mais ça nous l'avons aussi en France, c'est le développement du financement participatif. La transition énergétique en Allemagne, elle s'appuie sur la Banque de la Reconstruction, sur des banques régionales et sur l'appel au financement participatif, un financement participatif qui est aussi considérablement encouragé justement par l'État. En France, nous avons déjà des fonds de financement participatif. Je pense à Énergie Partagée, je pense qu'il y a d'autres façons de faire. Tout ceci doit être véritablement encouragé pour permettre de répondre, non pas à une demande croissante d'énergie, mais à la véritable transition énergétique. Donc voilà, je conclus sur ces points. Je crois que Didier Halevêque disait... Christophe Halevêque, pardon, disait on doit retrouver une finance au service de la société. Je crois que c'est plus qu'au service de la société, c'est une finance qui serait préoccupée du soin que nous devons aujourd'hui fournir pour les écosystèmes, du soin de la terre, une finance qui permettrait le renforcement de la cohésion sociale, sans laquelle la transition énergétique et la transition écologique n'est pas pensable, une finance adressée à la sobriété énergétique et qui permettrait de recréer des sociétés résilientes aux crises. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc effectivement, je suis absolument désolé, c'était un coup un petit peu vache de vous faire passer après Christophe Halevêque, c'était pas du tout intentionnel, vous ne pouvez pas rester avec nous, mais je vous rassure, vous en êtes très bien sortis. Ce qu'on va faire maintenant, ce que je vous propose, c'est que le panel qui va enchaîner aille s'installer, et que pendant que vous vous installiez, on prenne quelques questions de la salle, suite à l'intervention de Geneviève Azam. Il y a des micros qui vont circuler immédiatement. Si vous avez des questions à poser à Geneviève Azam, c'est le moment. On a une question là-bas, tout au-dessus, si vous voulez bien. Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. J'ai une petite remarque, une question sur quelque chose que vous avez dit un peu en passant et qui semblait tomber sous le sens, mais qui à mon avis est un peu plus compliqué. Vous avez dit qu'il faut sortir du crédit généralisé, puisque en gros le crédit oblige à produire plus, à vendre plus, et donc grosso modo le crédit cause la croissance. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve en ce moment dans beaucoup d'écrits d'économistes écologiques, ils appellent ça the growth imperative, l'impératif de la croissance. Mais c'est un débat qui anime pas mal la communauté et qui est assez critiqué. Je pense que c'est un postulat théorique qui est assez fort et c'est loin d'être aussi évident que ça. Pour une raison assez simple, c'est que la monnaie étant créée en réponse à une demande préexistante, en gros c'est plutôt la croissance qui entraîne le crédit. Donc ma question en fait c'est, parce que vous n'avez pas vraiment abordé la question, est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir un système financier mis au service de la société, notamment mis au service du financement de la transition énergétique, qui ne soit pas une expansion énergétique, dans un système où on crée de la monnaie par la dette? Oui, je le pense. Ce que j'ai voulu dire, c'est le système du crédit généralisé.
Et ce que j'ai indiqué, ce que j'ai voulu indiquer, c'est que nous étions là maintenant à un moment où nous sommes obligés de choisir des cibles. C'est pas du tout, je suis d'accord avec vous sur le débat qu'il y a autour du système du crédit qui alimente la croissance, l'accumulation, etc. Bon, il y a des visions de la monnaie qui sont différentes vis-à-vis de cela, mais je pense qu'on a besoin d'un système de crédit pour financer la transition énergétique, bien évidemment. Mais ce sont des crédits ciblés et pas le crédit tous azimuts.